Bien, je suggère, chers amis, que nous commencions. Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui au séminaire le professeur Maximilien Kissler, professeur à l'Université de Paris 1 et membre du Centre d'histoire des philosophies modernes de la Sorbonne et membre senior de l'Institut universitaire de France. Max a une double formation en physique et en philosophie. Et ses recherches portent notamment sur les concepts de disposition, de causalité, de loi de la nature, d'espèces naturelles, de réduction ou encore d'émergence. Comme vous le voyez, ce sont des questions dont nous avons déjà un peu parlé pendant le cours et je suis particulièrement ravie qu'il vienne nous éclairer de sa grande science. Max est l'auteur d'un nombre impressionnant d'ouvrages et d'articles dans les meilleures revues internationales. Parmi ses livres, presque tous traduits en anglais, je citerai La causalité et les lois de la nature, son livre donc de 1999 chez Vrin, traduit chez Routledge, Causation and Laws of Nature en 2006, L'esprit matériel, réduction et émergence, paru initialement aux éditions Ithac en 2016 et qui a été donc republié par les éditions Elliott en 2023. Donc ce livre va faire l'objet d'une traduction en anglais, c'est ça, Max? Il est tout prêt, il va sortir. The Material Mind, Calgary University Press. Max doit faire paraître encore en anglais un livre Metaphysics of Causation à Cambridge University Press. Bon, j'aurais dû aussi signaler le livre qu'il avait fait, un livre tout à fait remarquable en 2006, Les dispositions en philosophie et en sciences, ouvrage qui avait été publié ensuite en anglais chez Ashgate l'année d'après, Dispositions and Causal Powers. Indiquer aussi qu'il est co-auteur avec Anouk Barberousse et Pascal Ludwig de l'important volume La philosophie des sciences au XXe siècle, publié chez Flammarion en 2000, et co-éditeur avec Bruno Gnasounou du livre Cause, pouvoir, disposition en philosophie, le retour des vertus normatives, paru en 2005 aux presses universitaires de France. On lui doit aussi de très nombreux articles sur la causalité, un important papier paru dans la revue Synthèse en 2006, New Perspectives on Reduction and Emergence in Physics, Biology and Psychology, un autre en 2009, Cognition and Neurophysiology, Mechanism, Reduction and Pluralism, et un autre article que je vous recommande vivement, New Trends in the Metaphysics of Science, paru en 2018 chez Synthèse. Autant dire que nous avons devant nous un philosophe hyper compétent sur des sujets qui nous intéressent très vivement, et un philosophe aussi dont je partage à maints égards les analyses tant sur les dispositions que sur sa manière d'envisager la philosophie des sciences. J'attends donc avec impatience, comme vous tous, je pense, que Max nous éclaire sur le sujet qu'il a choisi d'aborder dans le cadre du séminaire, Constitution et causalité dans les mécanismes biologiques. Cher Max, c'est à toi. Merci beaucoup, chère Claudine, pour l'invitation d'abord et pour la présentation ensuite. Vous allez voir que je vais évoquer un certain nombre des thèmes que tu viens d'énumérer et ma tâche sera d'abord de vous expliquer pourquoi constitution et causalité dans les mécanismes biologiques est pertinent pour la nature humaine. Et donc, vaste programme que voici. Je commence avec le naturalisme
pour vous montrer comment on peut être conduit à partir du naturalisme vers le physicalisme. Mais toute la question est de savoir quelle version est la plus appropriée, et je vais vous montrer qu'il y a deux versions de physicalisme très différentes, une que j'appelle éliminativiste et l'autre que j'appelle pluraliste. Et dans cette dernière, qui a ma préférence, on utilise le concept d'émergence. Et je vais vous parler un peu du concept d'émergence avant d'arriver au mécanisme pour vous montrer que dans un débat très récent sur l'analyse des mécanismes biologiques, on peut parvenir soit à l'une, soit à l'autre des deux versions de physicalisme que j'ai distinguées au début de l'exposé. Donc, pour commencer, on s'interroge sur des questions métaphysiques, notamment pour savoir ce qui existe. Et pour aborder n'importe quelle question, il faut commencer avec un choix de méthode. Et le naturalisme est une doctrine sur l'origine des connaissances, sur la justification des connaissances objectives et sur la méthode de les obtenir, qui dit que pour toute question, en général, il faut commencer toujours par se renseigner auprès des sciences. Et en ce qui concerne la métaphysique, et en particulier les questions d'existence, donc on veut savoir ce qui existe, la méthode naturaliste, elle préconise d'interroger à ce sujet les sciences. Qu'est-ce qui existe selon les sciences? Et on peut, en gros, commencer par s'inspirer de la méthode qui a été conçue par Quine dans les années 40, où l'idée est de partir d'une analyse des théories scientifiques contemporaines et puis d'extraire, à partir d'une analyse de ces théories, des informations sur ce qui existe. Donc l'idée de Quine, c'est de partir d'une analyse des sciences sur le plan syntaxique à partir de la logique formelle, et il s'exprime en disant que la méthode pour chercher à savoir ce qui existe, c'est de trouver les engagements ontologiques des théories. Et donc, on ne va pas forcément suivre exactement la manière que Quine a choisi de procéder, mais on peut tout à fait garder l'esprit, c'est-à-dire s'appuyer sur les sciences. Et ce qui est surtout intéressant dans cette démarche, c'est que les renseignements qu'on va obtenir sur l'ontologie, pour savoir ce qui existe, elles restent toujours hypothétiques, c'est-à-dire on est conscient que les théories sont faillibles, que les théories scientifiques sont extrêmement bien justifiées, mais qu'en principe, nous ne sommes pas absolument protégés d'une modification future de ces théories qui peuvent être améliorées ou même assez profondément modifiées. Ça n'empêche que nous pouvons nous interroger sur ce qui existe si les théories sont vraies. Donc on fait la métaphysique de façon conditionnelle en la rendant dépendante des sciences contemporaines. Et donc on parvient à l'idée de ce qu'on appelle la métaphysique des sciences, où on dit c'est simple, ce qui existe, c'est ce dont les sciences disent que ça existe. Et beaucoup de philosophes, sans même plus de précision, disent « et voilà, on arrive au physicalisme ». Mais on se dit « mais j'ai loupé quelque chose ». On a dit qu'il fallait interroger les sciences. Et puis on nous parle tout de suite de physique. On se dit « mais il y a d'autres sciences, il n'y a pas que la physique ». Donc comment ça se fait qu'on arrive au physicalisme en partant de cette idée qu'il faut interroger les sciences? Donc c'est quoi la raison pour laquelle la physique a ce statut privilégié, même en métaphysique? Ce statut privilégié, elle le mérite ou pas en fonction d'un grand projet qui a été élaboré et poursuivi, en tout cas jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui consiste à envisager la possibilité de réduire toutes les autres sciences à la physique. Et donc, je cite un des grands
défenseur de cette idée et surtout un des philosophes qui, dans la tradition de l'empirisme logique, ont élaboré ce que ça signifie de réduire les autres sciences à la physique. Il s'agit de Ernest Nagel, je ne sais pas comment il se prononcerait. The Structure of Science, ça date de 1961, où il dit que la réduction est l'explication d'une théorie ou d'un ensemble de lois expérimentales par une autre théorie qui a été formulée pour un autre domaine. Donc l'idée de Nagel est de partir de l'idée que le but principal de la science ou des sciences, c'est d'expliquer. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà élaboré par ses prédécesseurs depuis les années 30, 40, et qui a été d'abord conçu pour l'explication des phénomènes individuels. Je perçois quelque chose qui me surprend et je demande aux scientifiques de m'expliquer ce qui se passe. J'aime bien l'exemple de l'arc-en-ciel. Donc, tiens, il y a des couleurs tout d'un coup dans le ciel. Explique-moi ça, d'où ça vient. Et je demande l'explication de cet arc-en-ciel, donc un événement ponctuel qui se produit à un moment donné, à un endroit donné. Et la théorie de l'explication, elle consiste à dire l'explication est un argument où ce que je veux comprendre est la conclusion, et expliquer ce phénomène ou ce fait ou cet événement consiste à montrer que le fait en question découle de façon valide d'un argument correct, et donc c'est une conséquence des prémices. Et Nagel a l'idée de pousser un peu plus loin cette idée et de dire que les régularités, les lois de la nature qu'on utilise pour expliquer les phénomènes, on peut à leur tour essayer de les expliquer, et c'est tout naturellement ce que fait tout le monde et ce que font les scientifiques, c'est-à-dire toujours continuer à dire pourquoi. Donc là, d'abord, on explique quelque chose en partant de prémices, et puis, dans un deuxième temps, on dit, tiens, pourquoi les prémices, ça vient d'où? Et donc, la réduction, ça consiste à répondre à cette question, d'où viennent les prémices? Et ces prémices, ce sont des lois de la nature. Donc, par exemple, dans l'explication des arcs-en-ciel, on utilise des lois comme la loi de réfraction. Et donc, c'est des équations mathématiques. Et on se dit, mais pourquoi ces équations-là? Pourquoi ce ne seraient pas d'autres équations? Et la réduction, ça consiste à montrer que ces équations, ces lois, qui donc servaient de prémices dans l'explication des phénomènes, sont à leur tour des conclusions d'autres arguments. Et ces autres arguments, ce sont les réductions. Donc là, on déduit une loi expérimentale, ou peut-être même toute une théorie, à partir d'autres lois expérimentales ou d'autres théories. Je vous donne juste deux exemples, l'un qui concerne la biologie et l'autre la physique. On peut observer, et on a observé au XIXe siècle, des régularités, des lois de la nature dans la transmission des traits héréditaires des organismes biologiques, des plantes et des animaux. Et ces régularités, on les a tirées directement de l'observation. C'est les lois de Mendel. Et puis, plusieurs décennies plus tard, on a découvert un moyen de tirer ces régularités, donc ces lois de la nature, d'une toute autre théorie, donc à partir de prémices qui appartiennent à une théorie qui ne parle pas du tout des animaux directement ou des plantes directement, mais qui parle des constituants microscopiques de ces animaux et de ces plantes, et en particulier des molécules d'ADN. Et donc on montre que les lois qui appartiennent à la génétique classique, qui est une science qui parle des organismes, peuvent être dérivées, sont les conclusions d'arguments valides ou les prémices appartiennent à une toute autre théorie qui est la biologie moléculaire, qui traite donc des molécules d'ADN. Et l'autre exemple, qui est celui qui est surtout développé dans l'ouvrage de Nagel, c'est un exemple à l'intérieur de la physique où on montre que les régularités qu'on découvre concernant les objets macroscopiques, comme les gaz,
où on a découvert depuis le XVIIe siècle des régularités qui font que, par exemple, la pression et la température varient toujours de manière proportionnelle. Si vous mettez votre cocotte minute sur la cuisinière, ça va non seulement augmenter la température, mais aussi la pression. Et donc, comment la pression varie avec la température, ça a été trouvé par observation depuis le XVIIe siècle. Mais 2 siècles plus tard, on a trouvé un moyen d'expliquer pourquoi ces lois qui ont été découvertes 2 siècles plus tôt, pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Et on explique pourquoi les lois sont ce qu'elles sont en les dérivant d'autres lois qui appartiennent à un tout autre domaine, à savoir la physique statistique qui traite des composants microscopiques de ces gaz. Donc, inspiré par ce genre d'exploit, il y a des philosophes qui se sont sentis encouragés à envisager une hypothèse grandiose qui est que peut-être ces réductions ponctuelles qui ont été accomplies par les scientifiques par-ci, par-là, ne sont que les premières étapes d'un grand mouvement d'unification des sciences où peut-être un jour, on ne sait pas quand, dans un très très lointain avenir, toutes les sciences seront complètement réduites à la physique. Donc, ces philosophes, par exemple Oppenheim et Putnam, dans les années 50, savaient très bien que c'était juste une hypothèse, qu'on n'est absolument pas du tout sûr qu'on aboutisse un jour à cette réduction, mais on peut envisager la possibilité. Et donc, dans cette perspective où peut-être tout le contenu de toutes les sciences vont peut-être un jour apparaître comme les conséquences logiques de la seule physique, on comprend pourquoi la physique a ce privilège où on peut se sentir autorisé à interroger pour savoir ce qui existe, seulement la physique. Mais on va voir que c'est peut-être une idée qui pose problème dans l'état actuel des sciences. Alors, en tout cas, dans cette perspective de la réduction de toutes les sciences à la physique, on peut essayer de définir le physicalisme de cette manière-là. Et on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une thèse métaphysique, à savoir une thèse sur ce qui existe. Et donc la première clause de cette définition du physicalisme dit que tout ce qui existe est ou bien un objet physique, et par objet physique, on entend les objets dont parle la physique. Alors, les atomes, les protons, les électrons, les champs électromagnétiques, ce genre de choses. On ouvre les livres ou les revues de physique et on voit de quoi ça parle. Ça, ce sont les objets physiques. Mais les tables et nous-mêmes, on n'est pas mentionnés dans les livres de physique. Donc le physicaliste dit, ces choses-là, les tables et les humains, ils existent parce qu'ils sont composés exclusivement de parties physiques. Donc, ça, c'est relativement consensuel. C'est facile à accepter qu'il n'y a rien d'autre dans les pupitres et dans les corps des personnes que des particules élémentaires. Mais le problème commence quand on pose la question de savoir si les propriétés qui existent, les propriétés qui caractérisent ces choses, sont toutes des propriétés physiques. Certainement pas. Mais si elles ne sont pas des propriétés physiques, genre la vitesse, la masse, la charge électrique, est-ce que ces propriétés sont toutes réductibles à la physique? Donc le physicaliste dit, pour exister, une propriété doit être réductible à une propriété physique. Donc pour la composition, je l'ai déjà dit, tout le monde accepte que les molécules sont composées que d'objets physiques. Les molécules, ce n'est pas des objets physiques, puisque c'est la chimie qui parle des molécules. Mais dedans, il n'y a que des objets physiques, il n'y a que des atomes. Et pareil pour les étoiles, et pareil pour les animaux, et pour les humains, ils ne sont composés que d'atomes. Mais en ce qui concerne la réduction des propriétés, les choses sont beaucoup moins simples, et une propriété macrophysique comme la température, on peut s'interroger sur la possibilité de la réduire à des propriétés microphysiques en termes de
particules ou atomes et molécules qui composent les choses qui ont une température. Puis pour les propriétés chimiques comme l'acidité, pour les propriétés physiologiques comme la digestion et pour les propriétés cognitives comme la perception et la mémoire, on se demande si elles sont réductibles et si elles sont réductibles, si indirectement ces réductions vont conduire un jour à la physique. Donc ça, c'est beaucoup moins sûr. Et le grand problème qu'a soulevé et discuté de façon très profonde dans son livre Nagel, c'est le fait que pour réduire toutes les lois qui concernent ces choses-là à la physique fondamentale, il faut des principes de liaison. On parle aussi parfois de principes ponts, bridge principles. Et donc, l'idée, c'est que quand on a un argument logiquement valide et on veut avoir dans la conclusion quelque chose qui nous parle de perception, par exemple, si on veut réduire une loi qui nous parle de la perception, qui énonce des régularités qui caractérisent la perception, et on veut avoir dans les prémices des lois qui nous parlent de neurophysiologie, qui nous parlent de neurones et de synapses et de choses qui sont dans le cerveau, l'argument ne peut pas être valide. Parce que si dans la conclusion, on a mémoire, on a des concepts qui caractérisent la mémoire, et dans les prémices, on n'a que des concepts qui caractérisent les neurones, on ne peut pas aller de l'un à l'autre de façon valide. Il y a un trou quelque part. Et ce trou, la colle qui va nous mener des prémices à la conclusion, c'est ce qu'on appelle les principes de liaison. Et une fois qu'on a les principes de liaison, donc là, je n'ai pas mis grand-chose sur les diapos, mais une hypothèse qui est beaucoup discutée dans les débats philosophiques sur ces questions, c'est un exemple qui est souvent cité, c'est la douleur, le phénomène de douleur. Il est possible que les neurophysiologistes nous expliquent exactement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand un humain ou un animal souffre, donc de nous expliquer en un sens la douleur. Mais pour que cette explication puisse prendre la forme d'une dérivation logique et qui est valide, il faut absolument avoir un lien quelque part entre les concepts neurophysiologiques. Par exemple, on parle de l'excitation de fibre C. Vous pouvez vérifier, ça existe vraiment. Ce n'est pas si simple, mais les fibres C existent et leur excitation est vraiment importante dans la douleur. Donc, faisons comme si c'était aussi simple. Mais il me faut un pont, il me faut une liaison entre ce genre de choses qui appartient à la physiologie, aux choses qui se passent dans le cerveau, qui lie ça à quelque chose qui a lieu dans l'esprit, dans le domaine cognitif, comme la sensation de douleur. Et donc, je dois postuler un principe de liaison ou un principe pont qui dit à chaque fois qu'il y a excitation de fibre C, il y a douleur. Donc, les réductions ne peuvent pas se faire sans ce genre de principe de liaison. Et maintenant, il y a des philosophes qui ont observé ça, qui ont analysé ça et qui se sont dit, une fois que j'accepte les principes de liaison, je peux envisager des réductions tout en étant dualiste, puisque je peux dire, d'accord, tu vas tout me réduire les phénomènes de la cognition, la mémoire, la perception, la conscience, et tout ce qu'il y a dans la cognition, tu vas tout me réduire la neurophysiologie, et peut-être indirectement à la chimie, etc. Mais ça n'empêche que c'est compatible avec le dualisme, où on dit, une chose, c'est les phénomènes physiques, chimiques, biologiques, et c'est complètement autre chose, les phénomènes cognitifs. Ils sont certes liés par ces principes de liaison, mais n'empêche que c'est un tout autre type de phénomène. Et donc, on peut accepter la réduction et contester le physicalisme. Conclusion de cette réflexion, il y a des philosophes qui se sont dit, pour vraiment défendre le physicalisme d'une façon qui soit incompatible avec le dualisme, c'est ça l'idée du physicalisme, non, il n'y a qu'un seul type de phénomène. Il faut dire, ce qui existe, c'est seulement les choses qui sont physiques, les propriétés qui sont physiques.
plus ce qu'on peut déduire de la physique sans principe de liaison a posteriori, donc sans colle qui soit autre que logique. Donc on accepte des principes ponts que s'ils sont purement formels, a priori. Donc la définition du physicalisme de Chalmers et Jackson, par exemple, qui ont élaboré cette idée, c'est toutes les propriétés de tout ce qui existe sont soit des propriétés physiques, soit réductibles sans principe de liaison a posteriori à des propriétés physiques. Et là, on se dit, peut-être, il n'y a rien du tout qui découle sans principe pont, j'ai insisté là-dessus. Rien ne découle, en fait, et même pas la température. On reste à l'étage au zéro des particules élémentaires. Et là, on est arrivé à un physicalisme où il n'y a que les particules élémentaires. C'est ce que j'appelle la variante du physicalisme qui est éliminativiste. On accepte comme existant que les objets de la physique fondamentale, plus ce qui est dérivable sans principe de liaison, et ce qui n'est pas réductible sans principe de liaison, ça n'existe pas. Donc, c'est le physicalisme au sens étroit ou éliminativisme. Tout ce qui n'est pas physique au sens étroit, la physique fondamentale, ça n'existe pas. C'est assez fou de soutenir quelque chose comme ça. Donc je récapitule et je vous montre comment très simplement on peut éviter cette variante du physicalisme qui n'est pas du tout en phase avec les sciences, sauf avec la physique fondamentale, qui est juste une science parmi d'autres. Donc, si on opte pour cette première variante, je rappelle, on est parti du naturalisme et on a adopté la stratégie, en gros, quinienne, donc due à Quine, d'extraction de la métaphysique, de l'engagement ontologique de la physique. On croit que la physique. Et les autres sciences, on les accepte seulement pour nous renseigner sur ce qui existe, si elles sont réductibles sans principe de liaison. Okay, d'accord, il ne reste rien en fait. Rien n'est réductible sans principe de liaison. Mais on peut très bien aussi opter pour un physicalisme que j'appelle pluraliste. Ça pourrait paraître contradictoire, physicalisme pluraliste, parce que le physicalisme dit tout est physique, et le pluralisme dit non, il y a plein de choses. Mais j'essaie de vous montrer que ce n'est pas contradictoire. Donc on part du même point de départ que le naturalisme, et on utilise la même stratégie due à Quine d'extraction de la métaphysique à partir de l'engagement ontologique, mais on utilise toutes les sciences, qu'elles soient ou non réductibles à la physique, et peu importe si elles sont réductibles, peu importe le statut des principes de liaison. Et donc, ce physicalisme pluraliste, il dit que chaque science justifie l'existence des entités qui sont décrites par ces sciences, et les engagements ontologiques de toutes les sciences ont la même importance. La justification des théories autres que physiques, et donc de leurs engagements ontologiques, ne dépend pas de la physique. On n'a pas besoin de savoir. Peut-être ils sont réductibles, mais on n'a pas besoin de le savoir pour se fier à ce qu'ils nous disent sur ce qui existe. Donc on découvre des lois, par exemple, en sciences cognitives, par exemple sur les différents types de mémoire ou les différentes formes d'apprentissage. Et donc, on sait que la mémoire existe, ou différentes formes de mémoire existent, et l'apprentissage existe, sans s'interroger pour savoir si c'est réductible à la physiologie et indirectement à la physique. Une fois qu'on a ce pluralisme, ce physicalisme pluraliste, on peut utiliser le concept d'émergence pour articuler les postulats ontologiques des différentes sciences, parce que maintenant, on a des types de substances et des propriétés des différentes sciences, donc chimiques, biologiques, cognitives et peut-être même des propriétés sociales. J'envisage pas ça ici, mais c'est en principe aussi possible. Et donc, ces objets et propriétés non physiques, chimiques et biologiques et cognitives, on peut utiliser le concept d'émergence pour comprendre ce que ça signifie quand on dit que ces objets et ces propriétés sont réels et elles sont causalement efficaces, elles font une différence par rapport à certains événements.
tout en dépendant d'objets et de propriétés physiques. Donc la réduction et l'émergence sont des concepts complémentaires pour comprendre l'intégration progressive des différentes sciences. Donc j'ai dit, on n'est pas du tout sûr que les projets de réduction vont aboutir un jour, mais ça n'empêche qu'on constate un certain nombre de réductions qui nous montrent qu'il y a une tendance vers une unification, et nous pouvons construire une conception du monde qui s'appuie sur les informations que nous tenons des différentes sciences en utilisant le modèle, en utilisant les concepts de réduction et d'émergence. Donc la réduction, c'est un concept épistémique qui nous dit comment les lois de la nature et les théories dans lesquelles sont structurées ces lois de la nature sont articulées par déduction, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça concerne les lois et les théories, ça ne s'applique pas directement aux choses. Et donc c'était un peu un abus de langage quand j'ai dit tout à l'heure que la température est réductible. En fait, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faudrait parler quand on parle au sens propre. Il faudrait dire c'est les lois, les régularités qui concernent la température qui sont réductibles. Et donc, le pendant métaphysique est le concept d'émergence qui désigne une relation de dépendance entre des objets et des propriétés qui sont décrits par ces différentes sciences. Alors, c'est un débat très complexe et controversé de savoir comment exactement définir le concept d'émergence. Et je vais juste me contenter d'une propriété, d'un aspect qui caractérise les propriétés émergentes, et donc notamment des propriétés cognitives des humains, pour vous montrer que je pense bien à la nature humaine, c'est que ces propriétés émergentes, elles ont des pouvoirs causaux propres. Donc elles savent faire des choses, ou elles ont des capacités de faire des choses qu'aucune des parties des humains, par exemple, donc des systèmes cognitifs qui possèdent ces propriétés, ne possèdent. Donc les parties n'ont pas les mêmes pouvoirs causaux que le tout. Et donc un système cognitif, un être humain, il peut se souvenir de quelque chose et aucune partie de son corps n'a la capacité de se souvenir de quelque chose. Donc il y a là un pouvoir causal qui caractérise le système en tant que tout. Et donc on parle d'un pouvoir causaux émergent. Et pour justifier que ces pouvoirs causaux émergents, ces propriétés émergentes existent, la chose que les philosophes ont à faire, c'est de montrer que les arguments qui essayent de démontrer le contraire ne sont pas valides. Et il y a un argument extrêmement puissant qui a été surtout élaboré par Jae-Kwon Kim, qui s'appelle l'argument de l'exclusion causale, et qui est une des raisons pour laquelle le physicalisme éliminativiste, dont j'ai parlé tout à l'heure, selon lequel en fait rien n'existe à part les particules élémentaires, est si répandu et tenu pour plausible par autant de philosophes. C'est parce qu'ils sont convaincus par la force de cet argument. Et donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut échapper à la conclusion de l'argument tout en acceptant les prémices. Les prémices, c'est les deux suivantes. La clôture causale du monde physique dit que vous avez un événement physique quelconque, et cette thèse de la clôture causale du monde physique dit vous cherchez les causes de cet événement physique, vous remontez dans le temps pour suivre l'origine causale de cet événement. La chaîne que vous trouverez, elle sera uniquement physique. Jamais il y aura besoin de mentionner quoi que ce soit d'autre que d'autres événements physiques pour expliquer un événement physique donné. Par exemple, on n'a jamais besoin de mentionner quoi que ce soit de cognitif. Si là, je provoque un événement physique, je soulève cet objet. Si vous expliquez pourquoi il a été soulevé et redéposé,
vous n'avez jamais besoin de mentionner la nature humaine, les décisions, les considérations de moyens et fins, rien du tout. On peut en principe indiquer les causes de cet événement en restant dans la physique. Voilà, ça c'est la première prémisse. Est-ce que c'est vrai? C'est une autre question. Ici, je constate juste qu'on peut accepter la prémisse sans suivre Kim vers l'éliminativisme. Donc, l'autre prémisse, c'est l'exclusion causale explicative. Elle dit, si vous avez pour un événement trouvé à un moment donné antérieur une cause physique, la première prémisse dit que c'est toujours possible, et la deuxième prémisse dit, si vous avez trouvé la cause physique, il n'y en a pas d'autre. Donc, les causes s'excluent les unes les autres. Vous avez trouvé une cause physique, ça exclut l'existence d'autres causes, en tout cas quand elles sont indépendantes. Donc, la conclusion de cet argument, c'est qu'il n'y a pas la place pour autre chose que la physique. C'est-à-dire, pour expliquer quoi que ce soit, tout est dans la physique. Et si on a l'impression qu'on peut parfois utiliser la chimie, la biologie ou les sciences cognitives pour expliquer quelque chose, en réalité, toutes ces explications sont exclues. Il n'y a pas de place pour ces autres explications, puisque la physique a le monopole de l'explication. Donc, je vous montre un petit schéma qu'utilise un peu tout le monde, puisqu'il a été conçu par Jae-Gwon Kim pour illustrer son argument. Donc, c'est je lève mon bras. Comment on explique ça? Je peux un peu négliger à droite la différence entre L et M. M, ce sont les constituants physiques qui constituent le fait que mon bras se lève. On suppose que là, il n'y a pas trop de problème. La question, c'est est-ce que cet événement M ou L, l'un est constitué par l'autre, est-ce qu'il est possible de l'expliquer sur le plan physique, avec une cause N, ou est-ce qu'il y a de la place pour une cause cognitive qui serait D, la décision de lever le bras? Normalement, on dit, mais qu'est-ce qui explique le fait que je lève mon bras? C'est parce que je l'ai décidé, parce que j'avais envie de vous donner un exemple, quelque chose comme ça. L'argument de Kim, il dit, non, ça ne peut jamais être D, donc les flèches qui représentent des influences causales de la décision, elles ne sont jamais justifiées, donc il n'y a pas de telle flèche, il n'y a pas de relation causale qui commence avec des décisions, ni vers le fait que je lève mon bras, ni vers les constituants physiques qui sont sous-jacents au fait que je lève mon bras, puisque la première prémisse, elle dit que pour M, il y a toujours une cause physique N, donc cette flèche-là, elle est justifiée par le premier principe de la clôture. Et les deux flèches qui partent de D, ils sont exclus, ils sont interdites par le fait qu'il ne peut pas y avoir des influences causales indépendantes, en plus, qui existent en parallèle aux causes au niveau physique. Donc, conclusion, il n'y a pas de propriété émergente. Donc ça, c'est l'argument de Kim, et contre lequel il faut argumenter pour justifier mon physicalisme pluraliste. Donc, selon cet argument, il n'y a pas de propriété physique, il n'y a que des propriétés émergentes, il n'y a que des propriétés physiques, puisque s'il y avait des propriétés non physiques, comme la décision, elle n'aurait pas de pouvoirs causaux. Parce que les pouvoirs causaux sont monopolisés par la physique. Et quelque chose qui n'a pas de pouvoir causal, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui ne se manifeste par aucun effet, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, comment on peut répondre à ça? Esquisse simpliste, mais à mon avis, ça marche très bien. C'est juste peut-être pas aussi simple que j'essaye de vous le montrer, mais je vous montre comment, dans un formalisme sophistiqué que je vais simplifier à l'extrême, qu'on appelle les équations structurelles, qui dans un formalisme qui est beaucoup utilisé dans ces débats philosophiques sur la causalité aujourd'hui. On s'appuie donc sur des formalismes utilisés par les scientifiques, d'abord génétique, après économétrie, et maintenant on utilise ça
de façon générale pour réfléchir sur la causalité. Alors on représente des types d'événements, genre je lève mon bras, avec des variables qui peuvent avoir des valeurs. Vous allez tout de suite voir comment ça marche avec l'exemple du bras. Et l'influence causale est représentée par des équations structurelles qui expriment des relations de dépendance entre ces variables. Donc, ces dépendances sont asymétriques. Donc, ça, c'est peut-être un peu bizarre, puisqu'on parle d'équations. Normalement, une équation, c'est symétrique. Une chose est identique à une autre. Ici, on a des équations asymétriques. Donc, on invente un formalisme qui représente que c'est asymétrique. Donc, au lieu de dire L identique D, on dit L déterminé par D. Donc, ça, c'est une équation structurelle où on voit que c'est asymétrique et qui représente le fait que D, la décision, D, c'est la variable qui représente les décisions, elle détermine la valeur de la variable L qui représente le fait que oui ou non, je lève mon bras. Donc, ce sont des variables juste avec deux valeurs, oui ou non, 0, je ne décide pas, 1, je décide. Et L égale 0, je ne lève pas mon bras. Et L égale 1, je lève mon bras. Et il y a une autre dépendance qui est cette fois-ci non causale, où j'accepte que la décision dépend d'événements qui ont lieu dans le cerveau, et je les représente avec des variables et avec une autre équation structurelle. Et donc, c'est un modèle ultra simple où je dis que le fait que je lève mon bras ou non est déterminé par oui ou non, je décide. Donc, si je décide D égale 1, alors je lève mon bras, L égale 1, et pareil pour quand je ne décide pas. Et bien sûr, en réalité, ce n'est pas aussi simple, c'est une idéalisation, parce que bien sûr, je peux parfois décider et en fait, il ne se passe rien parce que vous maintenez mon bras où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez le soulever. Donc, évidemment, en réalité, ce n'est pas si simple, mais je peux faire un modèle qui représente des situations typiques où tout se passe normalement. Donc, mon bras n'est pas entravé et personne d'autre ne fait les choses avec mon corps. Et à ce moment-là, je peux comprendre pourquoi, je peux utiliser ce formalisme pour comprendre comment ces variables peuvent être liées en étant dépendants les unes des autres et comment cette situation peut respecter les deux prémices sans qu'on accepte la conclusion de l'argument de Kim. Donc, on a ces équations structurelles qui expriment le fait qu'il y a une dépendance causale au niveau macroscopique entre la décision et le lever du bras. Et il y a aussi une dépendance causale vers le bas, descendante. Et il y a en même temps une dépendance non causale entre l'événement dans le cerveau et la décision. Et donc, comment ça marche? Pourquoi on peut accepter les prémices tout en niant la conclusion? Ce modèle ultra simple, là, avec les trois flèches, ça satisfait la clôture causale parce qu'elle dépend de D, certes, je suis sur le plan cognitif, mais D dépend à son tour de N, et comme la dépendance est transitive, elle dépend de D, mais dépend indirectement de N. Donc la clôture est sauvée. Tous les événements sont dépendants et peuvent être en principe expliqués à partir du niveau physique. Donc N, en passant par D, explique L. Donc on a satisfait la première prémisse. Voilà, ça c'est ça. Et le principe d'exclusion est respecté aussi, puisque elle dépend à la fois d'une cause cognitive et d'une cause neurologique, mais elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, puisque D est fonction, et c'est exprimé par l'autre équation structurelle, D est fonction de N, donc les deux explications coexistent parce qu'elles sont pas, c'est compatible avec le principe d'exclusion parce qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Alors on peut faire une objection qui est que certes, on peut soutenir que D influence, donc la variable cognitive influence mon comportement,
mais ce n'est jamais pertinent du point de vue explicatif. On peut dire, mais si tu avais bien compris l'idée de l'exclusion causale explicative, tu saurais que les explications fondamentales excluent toujours les explications moins fondamentales, et donc il faut toujours préférer les explications en termes de la variable fondamentale n à la variable non fondamentale qui est la décision. Et la réponse est que ce n'est pas du tout le cas, et que souvent les explications qui utilisent des variables de plus haut niveau sont bien meilleures. Et si vous vouliez savoir la cause de cet événement, bien sûr, ce serait beaucoup mieux, vous comprendriez beaucoup mieux le pourquoi de cet événement en entendant parler de mes buts et de ce que j'ai envie de vous montrer, et donc de mes décisions. Ce serait beaucoup plus éclairant que d'entendre parler de particules élémentaires. Et on peut montrer d'une manière très intuitive comment ça s'exprime dans le modèle, le fait que parfois les explications en termes de variables de plus haut niveau sont meilleures. On peut exprimer ça en disant que très souvent, une variable de plus haut niveau comme D, elle permet de faire une meilleure explication parce que la dépendance de L par rapport à D est spécifique, alors que la dépendance de L par rapport à N n'est pas spécifique. Schéma très simple, et après ça s'arrête avec ça. La dépendance de D par rapport à N, donc la dépendance de la variable cognitive par rapport à la variable physique ou physiologique. Cette dépendance n'est pas spécifique, et ça signifie, il y a une définition mathématique, mais ça, très intuitivement, ça signifie qu'il y a des changements au niveau du cerveau qui correspondent à aucun changement au niveau cognitif. Donc il y a plein d'états de mon cerveau où je prends la décision. Donc il y a différentes valeurs pour la variable neurologique qui sont associées à la même valeur de variable cognitive. Donc, en donnant une explication en termes de n, je donne trop d'informations, je rentre trop dans le détail, et ça fait disparaître l'effet explicatif. Et quand je suis sur la droite et j'explique L à partir de D, c'est spécifique, et donc je comprends ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un changement au niveau cognitif, il va y avoir un changement sur le plan du comportement, et du coup, je comprends quelque chose. Alors, maintenant, je passe au mécanisme. 50 minutes, vous êtes toujours là. C'est un peu long, mais je me suis dit, je ne peux pas commencer avec les mécanismes sans avoir donné tout ce contexte. Et vous allez voir qu'on va revenir à cette distinction entre les deux formes de physicalisme à partir d'un examen, d'un débat récent sur l'analyse des mécanismes. Alors, la perception, la mémoire, ce sont des mécanismes. Une des définitions qu'on trouve dans les articles récents est celle de Glennan. Un mécanisme sous-jacent à un comportement est un système complexe qui produit ce comportement par l'interaction d'un nombre de parties en accord avec des lois causales directes. Donc, les mécanismes sont en général des systèmes complexes où il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire on explique un comportement d'un système cognitif, par exemple, qui mémorise le chemin pour trouver cette salle ou pour trouver la sortie de cette salle. Comment je mémorise ce genre de choses? On l'explique en parlant des parties de moi, en fait, des aires cérébrales. Mais pour comprendre le fonctionnement de ces parties du cerveau qui permettent d'expliquer le comportement, je dois à son tour envisager ou considérer la partie cérébrale comme un autre mécanisme qui, à son tour, peut être expliqué par ces parties, etc. Donc, c'est une structure complexe, et son analyse procède par étapes. Et je vous donne un schéma
qui n'est pas très beau, que j'ai pris dans un article de Karl Krever, qui est un des protagonistes de cette analyse des mécanismes, surtout en biologie et aussi en sciences cognitives. Et donc, on illustre dans ce petit schéma l'analyse du mécanisme par lequel une souris mémorise un labyrinthe. Si moi, je mémorise la géographie de ce bâtiment, c'est un peu la même chose. Et donc, on utilise des souris parce que c'est plus simple que les humains. Mais au fond, on espère que la mémoire obéit plus ou moins pour ses fondements au même mécanisme que la mémoire chez d'autres animaux. Donc, comment je peux expliquer ce mécanisme de mémorisation du labyrinthe? Donc, le Morris Water Maze, c'est juste un labyrinthe. Il est immergé dans l'eau, mais c'est juste un labyrinthe. Donc, on dit qu'il y a des parties de l'organisme qui, par leur interaction, permettent de comprendre le comportement qui correspond à la mémorisation du labyrinthe. Et parmi les parties, il faut surtout se pencher sur l'hippocampe où il y a ce qu'on appelle les cartes cognitives. Et comment fonctionnent ces cartes cognitives dans l'hippocampe? On regarde les neurones qui composent cet organe, cette aire cérébrale, et dans les neurones, surtout, on regarde les synapses, qui sont les jonctions entre les neurones. Et c'est à son tour un mécanisme pour comprendre comment il fonctionne. On regarde les parties de ces systèmes complexes et on regarde comment interagissent ces parties qui sont des molécules, notamment des canaux ioniques qui sont dans les membranes de ces neurones. Et alors, les mécanismes les plus simples, la stratégie, c'est toujours de regarder le mécanisme le plus simple où se trouve un certain phénomène. Donc, pour comprendre les mécanismes, je ne vais pas commencer avec les humains et même pas par les souris. Le mieux, c'est de chercher les mécanismes les plus simples qu'on trouve en biologie. Et donc, on utilise ces vers qui s'appellent C. elegans et qui ont toutes sortes de comportements. Un des mécanismes, c'est on touche et le ver se rétracte. Il change de direction, il va dans un sens, il rencontre un obstacle, on le touche et il va changer de direction. Voilà le mécanisme. Comment on fait pour expliquer comment ça marche? Selon Krever et Glennan et les philosophes qui ont commencé à réfléchir là-dessus, donc j'accepte complètement cette idée, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe l'organisme, en pensée, mais avec le ver on peut aussi vraiment le découper, en essayant de comprendre comment le phénomène, qui est le mécanisme en tant que tel, donc je touche la tête et le ver recule, donc ça ce sont les flèches en haut, comment ça repose sur l'articulation entre les parties de ce système qui est le ver. Donc je regarde à l'intérieur quelles sont les parties constitutives dont les interactions entre elles réalisent le phénomène de la rétraction consécutive au toucher. Donc la question, c'est de savoir comment on fait pour découvrir quels sont les constituants. Et tout le reste maintenant de l'exposé va porter sur cette question. Comment on fait pour savoir ce que sont les constituants et qu'est-ce que c'est le fait d'être un constituant? Quelle est la relation entre le constituant du mécanisme et le mécanisme en tant que tout? Tout ce qu'il y a dans un verre n'est pas constitutif de ce mécanisme-là. Krever, il utilise dans les premières parties de son livre les bavettes de garde-boue. Maintenant, il n'y a plus ce genre de choses, mais dans les vieilles voitures, il y avait des garde-boue flexibles comme ça, comme les vélos, parfois ils ont encore ça, mais ils sont plutôt rigides. En tout cas, c'est quelque chose qui empêche la boue à éclabousser la carrosserie. Et ça ne joue aucun rôle dans le mécanisme. Ce n'est pas un constituant du mécanisme de la locomotion de la voiture. Vous enlevez les garde-boue du vélo ou de la voiture, ça va rouler exactement pareil. Ça va être juste plus sale, mais ça, vous enlevez, ça roule quand même, donc ce n'est pas constitutif du mécanisme. Et dans un être vivant,
c'est la même chose. Il y a des parties qu'on peut enlever ou qu'on peut inhiber, qu'on peut bloquer, et ça ne va pas modifier le fonctionnement du mécanisme. Du coup, on a découvert que ce ne sont pas des parties constitutives du mécanisme. Donc, quels sont les critères? Comment on s'y prend? J'ai déjà donné une allusion. Comment on fait? On enlève le truc. Et si ça marche quand même, c'est que ce n'était pas une partie constitutive. Donc ça, c'est un des expériences que je vais mentionner. Et donc là, bien sûr, dans le verre, parmi les constituants, il y a des neurones qui détectent les sensations et des neurones qui provoquent la réaction motrice. Et donc là, je ne vais pas du tout utiliser les détails, juste pour vous montrer que c'est un câblage, un mécanisme suffisamment simple pour qu'on puisse cartographier l'ensemble des neurones. C'est pour ça qu'on fait ça, parce que dans les souris ou dans les humains, il y en a tellement qu'on ne peut pas faire de schéma. Si on peut, mais il faut simplifier. Là, on peut tout représenter. Et donc, l'idée originale de Cravert, donc ça c'est mon 5.1, c'est de dire, pour savoir quelles sont les parties constitutives du mécanisme, on utilise deux sortes d'expériences, et je pense qu'il a raison, Cravert, c'est vraiment comme ça qu'ils font les scientifiques. Seulement, il est très controversé comment il faut comprendre ces expériences. Donc, un type d'expérience, c'est ce que j'ai esquissé avec les garde-boue. On intervient sur une partie et, par exemple, on enlève la partie où on inhibe le fonctionnement de la partie et on vérifie si le mécanisme fonctionne toujours. Ça, c'est un bottom-up. J'interviens sur la partie et j'observe le tout. Si le tout est dysfonctionnel, c'est que j'avais bien mis le doigt sur une partie fonctionnelle, sur une partie constitutive. Et dans le top-down, j'interviens sur le tout, c'est-à-dire je fais fonctionner mon organisme, je fais rouler la voiture ou je touche le verre et je braque mon microscope ou un instrument de mesure sur une des parties dont je soupçonne qu'elle est constitutive. Et si j'observe qu'il se passe là quelque chose, je dis tiens, peut-être c'est une partie constitutive du mécanisme. Donc, soit je supprime ou j'inhibe l'activité de la partie et je regarde s'il y a une conséquence sur le tout, soit j'excite la partie, c'est-à-dire j'interviens directement sur une partie et je regarde si le verre se rétracte sans qu'il ait été touché à la tête. Et si j'avais repéré un des neurones qui joue un rôle dans la constitution de ce mécanisme, il va se rétracter. Et donc je dis tiens, j'ai trouvé un des chaînons sur cette chaîne causale parmi les parties. Et le top-down, j'ai déjà mentionné, on touche la tête et on observe une des parties pour savoir si elle réagit. Donc l'idée de Cravert, c'est de dire que la constitution peut être analysée en termes de manipulabilité mutuelle. Donc l'activité psi du tout, donc ça c'est le mécanisme en tant que tout, il est lié par la constitution à phi, qui est une activité d'une des parties, par exemple un neurone qui s'excite. Si je peux faire des manips dans les deux directions, si je peux faire des expériences bottom-up, je manipule la partie pour vérifier si le tout bouge, et top-down, je manipule le tout pour vérifier si la partie bouge. Et ensuite, la manipulabilité mutuelle, c'est quelque chose qui permet de me dire, d'analyser la constitution. L'activité phi de la partie X est constitutive de l'activité psi du système du tout, si et seulement si les deux sont mutuellement manipulables. Alors, il y a deux problèmes. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter là? C'est que plusieurs auteurs, là vous voyez, on est dans des débats très récents, là, 2016, et il y a tous les ans plein d'articles, ça occupe énormément de gens qui se sont penchés sur cette question. Donc, un article qui est beaucoup cité, Baumgartner, Gebhardt, ils disent si tu parles de manipulabilité,
tu parles de causalité, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est je fais une chose et j'observe une relation causale. J'interviens et j'observe s'il se passe quelque chose de l'autre côté, donc j'explore des relations causales. Et donc, ça veut dire quoi d'observer des relations causales? Il me faut une théorie, et j'utilise la théorie de Woodward sur ce que c'est que la causalité, making things happen. Et si on utilise cette théorie-là pour savoir ce que c'est la causalité, la manipulation du tout par les parties et de la partie par le tout est conceptuellement incohérente. Les conditions sur les relations causales qui sont dans cette théorie de Woodward, que tout le monde prétend utiliser, y compris Cravers lui-même, il dit, si vous voulez savoir ce que c'est que la causalité, je prends tout chez Woodward. Donc il utilise cette théorie, mais on ne peut pas utiliser cette théorie-là pour la manipulabilité mutuelle. C'est un peu compliqué. J'ai dit je vais l'enlever, mais je vais vous montrer juste ça. Donc, qu'est-ce que dit Woodward sur la méthode qui permet de détecter la causalité? Il dit, si vous voulez savoir si X cause Y, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est censé représenter la stratégie expérimentale correcte. C'est comme ça que les scientifiques font quand ils cherchent à découvrir des relations causales. Donc, si vous voulez savoir si X cause Y, et c'est censé s'appliquer dans toutes les sciences, ce qu'il faut faire, c'est concevoir une manipulation, une expérimentation, dans laquelle vous avez une méthode I qui vous permet de modifier la valeur de variable X. J'active mon neurone ou j'inhibe mon neurone ou je touche la tête ou quelque chose comme ça. Donc, je modifie quelque chose et je m'assure que ce que je modifie, le X, ça ne soit pas modifié par autre chose. Donc, je contrôle 100% la valeur de la variable, l'état de cette propriété, elle est uniquement déterminée par l'expérimentateur. Ça, c'est la flèche barrée en haut. Toutes les autres influences sont coupées. Et maintenant, pour être sûr que... et donc, je change X et j'observe si Y change aussi. Et si oui, j'ai une bonne raison de penser que X a causé Y. Mais pour que ce soit une bonne expérience, pour que ce soit une manip concluante, il faut que je m'assure que cette manipulation que j'ai faite ne cause pas Y directement, parce que si X est modifié, mais en même temps, ce que je fais modifie directement Y, bien sûr, on ne sait plus si X a influencé Y ou tous les deux ont été juste influencés directement par moi. Donc il faut que je fasse en sorte qu'ici, il n'y ait pas d'influence. Et pareil, il faut que je m'assure qu'il n'y a aucune autre variable, une autre propriété du système ou de l'environnement qui peut servir de relais pour influencer Y en parallèle à côté de X. Parce que si ça passe par là, bien sûr, je ne sais pas finalement si c'est X qui a changé Y ou Z. Donc là, il faut absolument m'assurer que I n'influence rien d'autre que X. On parle d'intervention chirurgicale, comme si les chirurgiens savaient faire ce genre de choses. Ils essayent. C'est ça l'idée. Et donc, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas faire ça si Z est une partie constituante du mécanisme X, puisque si X est le tout et Z est une partie, le tout survient sur les parties, ça veut dire qu'on ne peut pas changer le tout sans changer les parties. Vous ne pouvez pas modifier quelque chose, hein, vous ne pouvez pas modifier l'état d'un verre sans modifier les parties du verre. C'est ça que ça veut dire, de dire que le tout survient sur les parties. Et donc, on ne peut pas, si X survient sur Z, on ne peut pas intervenir sur X sans en même temps intervenir sur Z. Ce n'est pas possible. Donc, ces conditions qui sont imposées sur la découverte de la causalité ne peuvent pas être satisfaites dans le cas de la découverte des constituants des mécanismes.
Donc les interventions top-down, ils sont incompatibles avec la survenance. Voilà, je viens de le dire. Et le deuxième problème, peut-être plus simple, est que si le fait que X puisse être manipulé pour et qu'ensuite Y change, si c'est suffisant pour que X cause Y, donc on accepte cette idée de Woodward, alors nous avons causalité mutuelle entre le tout et la partie. Donc on intervient sur phi, qui est la partie, pour modifier le tout, et on intervient sur le tout pour modifier la partie. Donc on a une causalité réciproque entre tout et partie, et presque tout le monde accepte avec Lewis qu'il n'y a pas de causalité entre partie et tout. Je vous passe l'argument. On se dit que c'est conceptuellement incohérent. La causalité, ça relie des choses qui sont distantes dans l'espace et dans le temps. Une chose et sa partie, ou un événement et sa partie peuvent être dans toutes sortes de relations, mais pas dans une relation causale. Et donc, à voir ce problème, Craver et d'autres, je note 3 articles très récents, ont essayé de modifier l'analyse des mécanismes en disant, si on accepte qu'il n'y a pas de causalité entre la partie et le tout, donc on oublie la manipulabilité multiple, ça c'était une mauvaise idée. Les expériences en général, et donc les bottom-up et top-downs que font les sciences cognitives, ça établit des relations causales. Et les relations causales ne peuvent pas être des relations entre tout et partie. Donc, ça ne peut être que des relations causales qui ont lieu entre des variables de même niveau. Et la conclusion sur la constitution, ça découle indirectement, mais en tout cas, ce qu'on établit directement, c'est juste l'existence d'une chaîne causale. Donc là, dans l'article de 2021, Craver et collègues, ils disent, quand on analyse la constitution, en fait, il n'y a plus de mécanisme. Le mécanisme, c'est juste une chaîne causale, il n'y a qu'un seul niveau. La variable, il n'y a pas de variable qui représente le mécanisme en tant que tout. Le psi, ça correspond au mécanisme en tant que tout, mais ça, c'est juste un commentaire. Ça n'a pas la même fonction que les variables, et notamment le psi, il n'a pas de flèche qui rentre et qui sort, qui n'est pas lié par des équations structurelles. Ce n'est pas une variable qui représente quelque chose de réel, c'est juste une étiquette, c'est un commentaire sur le modèle. Les variables qui représentent quelque chose qui est réel, ce sont les ronds là, et là, entre les ronds, il y a des flèches qui représentent des influences causales. Donc il n'y a pas de variable qui représente le mécanisme, et il n'y a pas de variable, et il n'y a pas de relation de constitution. Il n'y a que des relations causales sur un seul niveau. Voilà, donc la constitution, eux ils parlent de pertinence constitutive pour dire, on ne fait pas de métaphysique, on parle de l'explication, mais on peut passer de l'un à l'autre, à mon avis. Donc la constitution, c'est juste le fait d'être un membre de la chaîne causale qui va de l'entrée, du déclenchement du mécanisme à la sortie du mécanisme. Et donc moi j'appelle ça un modèle plat, où l'information sur la constitution n'est pas représentée explicitement. Et donc les manips, selon Craver et collègues, elles fonctionnent comme ça. Donc ça débouche juste sur l'établissement d'une chaîne unique sur un seul niveau. Donc le bottom-up, j'interviens, je touche la tête du verre et je bloque un des neurones dont je soupçonne qu'il est dans la chaîne causale. Et si c'est vraiment un membre de la chaîne causale en question, il ne va pas se rétracter. Excitatory, je ne touche pas la tête, j'interviens directement sur un des neurones, et s'il se rétracte, je dis tiens, ça a été bien un membre de la chaîne causale. Et top-down, je touche la tête, je déclenche mon mécanisme, et j'observe ici D comme détection, si quelque chose se passe à ce moment-là, et si oui, et s'il se rétracte, je dis tiens, c'est une raison de penser que
cette activité de la troisième partie, c'est bien un membre de la chaîne et donc un constituant du mécanisme. Alors, ils disent ce modèle est très simple et simplifié et donc ne peut pas rendre compte de chaînes parallèles. Bon, c'est vrai, c'est un problème, mais ils l'ont reconnu. Mais il me semble qu'il y a d'autres problèmes plus fondamentaux, qui est que les modèles plats comme ça ne peuvent pas rendre compte des mécanismes à plusieurs niveaux. Et je vous rappelle que le même Cravert, 20 ans plus tôt, il nous a dit c'est toujours c'est pas un seul niveau, c'est plusieurs niveaux, et c'est absolument indispensable pour comprendre des mécanismes biologiques. Donc, dans le modèle plat, il n'y a qu'un seul niveau, et l'ensemble, mais purement nominal, c'est une étiquette, ce n'est pas représenté par une variable. Donc, d'abord, on construit la chaîne avec les manipulations, et puis on regroupe, on met une étiquette psi sur le tout. C'est juste une manière de simplifier la représentation. Donc ça, j'ai pris ce terme chunking, c'est l'idée qu'on simplifie parfois des représentations simplement pour qu'on y voit clair quand il y a des systèmes où il y a trop de variables, trop d'interactions. On peut regrouper tout sauf E en disant j'appelle tout ça A. Et donc on regroupe, mais c'est une démarche purement conceptuelle qui porte sur le schéma, donc sur la manière de représenter le mécanisme. Ça ne postule pas quelque chose qui existe en dehors de ces différentes variables qui sont reliées par les relations causales représentées là. Et donc, à mon avis, ça revient à adopter le physicalisme éliminativiste dont j'ai parlé au début. Donc, c'est un nihilisme. C'est comme en métaphysique, il y a cette doctrine selon laquelle il n'y a pas d'objet composé, mais il n'y a que des constituants élémentaires. On appelle ça le nihilisme compositionnel ou nihilisme mériologique. Dans ce pupitre, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que les parties élémentaires physiques. Donc, dans le même sens, on dit il n'y a pas vraiment le mécanisme. Le mécanisme, c'est juste un mot. Comme je peux parler de pupitre, je peux donner cette étiquette à cet ensemble de particules, mais en fait, il n'y a que l'ensemble de particules. Et s'il y a le pupitre, c'est uniquement parce que moi, j'ai envie de le baptiser de cette étiquette pupitre. Et c'est comme ça que dans le modèle de Cravert et collègues, le mécanisme, c'est juste un mot, donc j'appelle ça du nominalisme. Et donc, ça ne va pas. Le nihilisme et le nominalisme mécaniste, ça ne correspond pas à la science. Alors, comment on peut argumenter contre cette doctrine? Deux problèmes. C'est trop simple de vous balancer ça comme ça, mais si on n'a qu'un seul problème, au fond, si on va vraiment, si on pousse le raisonnement au bout, s'il n'y a qu'un seul niveau, ça doit être le niveau fondamental, c'est-à-dire on doit aller jusqu'au niveau physique. On ne peut pas s'arrêter à la physiologie, il faut aller à la chimie, de la chimie à la physique et à la physique fondamentale. Mais on n'est pas du tout sûr qu'il y a un niveau fondamental. Peut-être il y a une composition qui se poursuit jusqu'à l'infini, juste les étapes nous échappent pour la plupart, mais on n'est pas du tout sûr qu'il y ait vraiment un niveau fondamental. Et quelque chose qui est inquiétant pour les philosophes qui écoutent les philosophes de la physique contemporaine, c'est qu'en physique, il n'y a pas de causalité. La causalité n'apparaît qu'à des niveaux supérieurs à la physique. Du coup, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, je ne peux pas vraiment aller au fond de ces questions-là. Quelque chose de plus terre-à-terre ou de plus directement lié au modèle construit par Cravert et collègues. Là, je suis au dernier point. Je vais vous montrer que, à mon avis, on peut faire une modification relativement simple en utilisant tout ce que disent Cravert et collègues,
mais en disant il ne faut pas s'arrêter là, il faut utiliser cette analyse comme la construction d'une partie d'un modèle qui est concerné avec un certain niveau, qui n'a pas du tout besoin d'être le niveau fondamental, et puis dans un deuxième temps, on utilise différents modèles qu'on a élaborés pour différents niveaux en faisant la synthèse pour construire un modèle multiniveau. Donc je vous ai fait quelques schémas juste pour suggérer l'idée. C'est qu'on construit, comme eux ils disent que ça c'est le mécanisme et ça s'arrête là. Je suggère qu'on puisse procéder comme ils disent plusieurs fois pour plusieurs niveaux, à chaque fois séparément. Donc on commence par un niveau relativement fondamental qui concerne les parties de neurones, par exemple, donc les canaux ioniques, toutes sortes de molécules qui font que les neurones fonctionnent. Et donc, représenter ces composants des neurones avec des variables qui sont liées causalement. Je n'ai pas mis les flèches entre les cercles. Et chaque variable correspond à quelque chose de réel que je peux mesurer et sur lequel je peux intervenir. Mais ensuite, je fabrique une deuxième couche, un deuxième modèle qui est représenté par le bleu, où j'ai des neurones complets et que je superpose sur le premier modèle dans lequel j'ai les composants des neurones. Donc ça, c'est archi simplifié, juste pour vous donner l'idée de comment on peut construire un modèle à plusieurs niveaux. Et là encore, les bleus, les bleus, ce sont vraiment des variables qui sont reliées par des influences causales et sur lesquelles je peux intervenir et que je peux mesurer. Ce n'est pas juste des étiquettes conventionnelles. Donc, voilà, je viens de le dire. Et le modèle est complété par l'introduction d'une variable qui représente le tout. Donc, c'est le psi dans le schéma du départ. Et donc, tous les trois niveaux sont imbriqués comme ça, les unes dans les autres. Ça se fait, bien sûr, pas de façon arbitraire, mais en obéissant à des contraintes spatio-temporelles, notamment. Et donc, si Cravert et collègues avaient raison et que les niveaux supérieurs, donc le bleu et le noir ici, ça serait juste des étiquettes et que si le seul niveau réel serait le niveau fondamental, ça c'est le physicalisme éliminativiste, il n'y a que le niveau fondamental qui existe, tout le reste ce sont que des représentations, c'est des noms, c'est nous qui regroupons ensemble des choses. Si c'était vrai, la différence entre cette manière de regrouper les choses où j'ai mis les parties du premier neurone ensemble et les parties du deuxième neurone ensemble, il n'y aurait pas de différence, il n'y aurait qu'une différence d'élégance ou de simplicité de la représentation, mais il n'y aurait pas de différence empirique entre celui-là et celui-là. Donc là, j'ai regroupé bien les parties d'un neurone ensemble en disant le neurone, c'est aussi quelque chose qui existe, pas seulement les parties. Et là, je les ai regroupées autrement. Je fais un autre regroupement conventionnel où je mets une partie du deuxième neurone avec les premiers. Donc si c'était juste une affaire d'étiquette, lui, il serait juste moins simple ou moins élégant ou quelque chose comme ça. Mais il n'y aurait pas de différence réelle, alors qu'il me semble qu'il y a une différence empirique et réelle entre les deux sortes de modèles. Et ça correspond à la thèse selon laquelle les bleus et le noir, ce sont des variables au même titre et donc représentent des entités qui sont causalement efficaces au même titre que les variables de plus bas niveau. Et donc, je suis revenu à mon physicalisme pluraliste où j'ai des variables qui représentent des propriétés de différents niveaux qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, mais qui existent toutes au même titre. Voilà, je viens de le dire. Et donc, la conclusion, c'est que la première partie, j'ai dit que l'émergence peut servir à élaborer un physicalisme pluraliste. Les propriétés émergentes sont des propriétés macroscopiques qui ont leur pouvoir causaux propre. Le concept d'émergence est un concept métaphysique indépendant de la réduction.
On peut répondre à l'argument de l'exclusion causale en utilisant ce formalisme des équations structurelles, où on peut accepter les prémices de la clôture causale et de l'exclusion, tout en refusant d'accepter la conclusion qui élimine les propriétés émergentes. Et en ce qui concerne les mécanismes, donc j'accepte que ces expériences établissent des relations causales et que la causalité est incompatible avec la constitution, parce que c'est une relation entre partie et tout. Et donc ces expériences ne peuvent pas directement mettre en évidence les relations de constitution, comme le pensait Craver au début, en 2007. Mais la réaction dans l'article de 2021 est excessive. Il n'y a pas besoin de passer au nihilisme et de nier que les mécanismes existent. On peut établir les relations de constitution indirectement en construisant d'abord des modèles spécifiques à chaque niveau et puis en construisant ensuite des modèles synthétiques où on intègre les différents modèles en une représentation complexe. Et c'est tout. Et je vous remercie de votre patience.